Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Andrés Rudinger, chercheur associé à l'IDRI, comme ça a été dit. Je remplace aujourd'hui Michel Colombier, qui est le directeur scientifique de l'IDRI, qui est également membre du Haut Conseil pour le climat, donc le nouveau comité d'experts qui a été instauré depuis novembre dernier, officiellement créé par la loi climat-énergie qui vient d'être adoptée, et qui vous envoie ses salutations. Donc je vais essayer, en très peu de temps, en 15 minutes, de vous donner une idée de la stratégie nationale bas carbone, donc de la stratégie française de décarbonation. Alors vu que je sais que je vais dépasser le temps, en fait je préfère commencer par la fin, et du coup je voulais directement vous donner quelques messages clés avec un petit code couleur, parce qu'on sort de la pause et c'est plus facile comme ça. Premier message, oui, la nouvelle stratégie nationale bas carbone, donc deuxième version. On est aujourd'hui dans le premier exercice de révision de cette stratégie. Donc la première avait été faite juste après la loi de transition énergétique de 2015. En ce moment même, va être adoptée la nouvelle SNBC, donc sur la base de la loi climat-énergie qui a notamment introduit le nouvel objectif climat, je vais y revenir. Et donc oui, cette nouvelle SNBC 2 s'efforce à respecter l'accord de Paris et donc essaye de tenir compte de tout ce qui nous a été déjà présenté ce matin en termes de trajectoire de réduction des émissions pour respecter l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Deuxième message important, cette stratégie nationale est basée sur un scénario. Donc, comme Quentin l'a présenté ce matin, scénario intégré très complexe qui aujourd'hui donne une vision de comment on peut atteindre la neutralité carbone ou neutralité climat dans le cas français, parce qu'en fait, j'aime pas trop le terme de neutralité carbone, parce qu'en France, c'est bien l'idée d'arriver à zéro émission nette d'ici 2050 sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, pas uniquement sur le CO2. Mais ça reste une vision parmi d'autres. Et je pense que c'est assez important à retenir. Quand on fait de la prospective et quand on fait des scénarios, que ce soit des scénarios comme ceux du GIEC ou les scénarios à l'échelle de la France, on est sur un exercice très difficile parce qu'on est face à des systèmes très très complexes. L'intégration entre les secteurs, les contraintes géophysiques, tous les aspects sociologiques, socio-économiques derrière. Et en plus, on raisonne sur un horizon temporel qui est relativement lointain et qui est rempli d'incertitudes sur les évolutions technologiques, la capacité qu'on a à changer nos modes de vie, etc. etc. Donc ça reste une vision parmi d'autres. Il faut la prendre comme telle. C'est-à-dire qu'elle nous enseigne des choses aujourd'hui sur les leviers d'action à engager très rapidement, donc ce qu'on peut appeler les options sans regret. Et j'aime beaucoup le concept de Quentin de se dire il faut qu'on se mette dans le jardin d'Éden pour justement engager ce qui de toute manière sont des options indispensables aujourd'hui en termes de maîtrise de la demande d'énergie, en termes de décarbonation du mix énergétique, d'électrification en partie, même si évidemment il y a des visions divergentes sur le sujet. Et que du coup ces visions vont évoluer dans le temps. Et c'est pour ça que le processus français en termes de pilotage est intéressant, parce qu'on est bien sur l'idée de faire un bilan tous les 5 ans, pour se dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour notre trajectoire, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps en termes d'évolution économique, d'évolution technologique ou autre, qui font qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne la question différemment. Troisième point, justement en termes de pilotage et de gouvernance, on a un cadre aujourd'hui en France qui est très complet et très complexe, pour justement piloter l'action publique et l'action de tous les acteurs en faveur de la décarbonation. Et il y a des points très importants qui restent à améliorer, et notamment, d'une part, en ce qui concerne la prise en compte transversale des grandes orientations de la stratégie nationale bas carbone dans l'ensemble des politiques, pas uniquement sur le secteur de l'énergie, pas uniquement pour ce qui concerne le ministère de la Transition écologique, mais pour tous les secteurs et toutes les questions, à commencer notamment par les finances publiques, donc grand sujet d'actualité. Et la deuxième question en termes de pilotage concerne évidemment le niveau de contrainte. On a des objectifs très importants en France. On a un outil derrière qui sont les budgets carbone.
Aujourd'hui, on ne respecte pas ces budgets carbone. Donc le premier, 2015-2018, a eu un dépassement assez important, je vais le présenter tout à l'heure. Et du coup, se pose la question de qu'est-ce qui se passe en fait si on ne tient pas nos objectifs? Et la même question se pose évidemment à l'échelle internationale, comme on l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, les contributions nationales ne suffisent pas pour se mettre sur les trajectoires qu'on vise. Et donc il y a une vraie question là-dessus, sur comment renforcer le niveau de contrainte et comment aller de l'avant. Quatrième point, et non des moindres, non, la France n'est pas le meilleur élève sur le climat. Et pourquoi je dis ça? Essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que la semaine dernière, il y a quelques trucs qui m'ont choqué, notamment dans comment l'appel de Greta Thunberg, donc militante jeune pour le climat, a été reprise dans les médias français. Et là-dessus, je vous conseille une excellente tribune de Samuel Gantier dans Télérama, qui a repris un peu, qui a fait le bilan de tout ce qui a été dit sur l'appel de Greta Thunberg en France. Et grosso modo, il en ressortait que ce n'est qu'une jeune qui n'a rien à faire là, à tendance hitléro-maoïste, ça a été dit, et que ce n'est pas une affaire des jeunes et ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire de science. Alors que tout ce qu'elle dit, c'est écouter les scientifiques. Pourquoi je dis ça là? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les connaissances scientifiques, on les a, et ça a été présenté ce matin, et qu'il faut arrêter de dire que la transition énergétique et la décarbonation est une histoire scientifique. Elle est éminemment politique aujourd'hui. On a toutes les clés, tous les leviers pour agir, et la question c'est est-ce qu'on arrive en tant que société à se doter d'un nouveau contrat social pour aller dans ces directions et accepter toutes les implications que ça a, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle des territoires ou à l'échelle internationale. Et dernier message là-dessus, il est encore temps de corriger le tir, mais il faut justement prendre des mesures très très fortes aujourd'hui, et parfois des mesures qui peuvent mettre mal à l'aise, qui peuvent déranger, et c'est justement pour ça qu'il faut en faire une question politique et sociétale, et pas juste une question scientifique. Alors, la SNBC, c'est quoi? Donc là, je vous ai donné quelques citations des articles du Code de l'énergie qui en parlent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc elle fournit un certain nombre d'orientations et dispositions d'ordre sectoriel et transversal. Pour vous donner une idée, le projet de la SNBC 2, aujourd'hui, il fait à peu près 500 et 600 pages, avec tous les annexes. Donc c'est quand même assez complet, assez détaillé. Point important, donc l'État et les collectivités territoriales et leurs établissements publics prennent en compte la stratégie bas carbone dans leurs documents de planification et de programmation. Donc on le verra là au fil des présentations. Comment justement est-ce qu'on peut assurer cette cohérence entre les objectifs qui sont fixés aux différentes échelles? Et en fait, ce n'est pas tout à fait évident aujourd'hui. Autre point important, c'est les budgets carbone que j'évoquais tout à l'heure, donc ils sont fixés par décret, qui éventuellement, avec les modifications de la loi climat-énergie, vont peut-être en 2023 être fixés directement dans une loi de programmation. Et puis en termes de cadrage, point très important, donc on est parti en 2015 sur l'objectif historique de la France qui était le facteur 4, donc la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre, et on est depuis 2017 sur un objectif de neutralité, donc que moi j'appelle neutralité climat et pas neutralité carbone, sur l'idée d'atteindre zéro émission nette en France d'ici 2050, ce qui est considéré comme la contribution juste de la France et des pays industrialisés de manière générale à l'accord de Paris. Voilà ce que ça donne en termes de gouvernance. On ne va pas rentrer dans le détail de tous les plans de programmation à différentes échelles. J'aime beaucoup ce schéma, parce qu'il nous dit deux choses. Il nous dit une première chose qui dit « c'est quoi ce bordel ?» Et donc il nous montre en fait que c'est hyper complexe aujourd'hui de gérer la question climatique, à la fois pour les jeux d'échelle qui interviennent, et pour les questions de transversalité, donc le fait qu'on doit aujourd'hui aborder tous les secteurs. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'il y a encore 5 ans, ou même moins, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, quand on parlait climat, on parlait essentiellement d'énergie et des secteurs consommant de l'énergie. Aujourd'hui, on a une perspective beaucoup plus large qui est aussi reflétée dans la SNBC, où justement on tient compte des questions très importantes sur l'évolution du modèle agricole, on tient compte plus largement de l'usage des sols et du puits carbone, et puis derrière, on tient également compte des modes de vie, du modèle économique et de l'empreinte carbone de la France.
Donc on arrête de raisonner uniquement en termes d'émissions domestiques. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tout ça traduit aussi une prise de conscience sur la nécessaire transversalité des politiques de décarbonation. Alors, pour revenir rapidement sur les scénarios, parce qu'on parle beaucoup de scénarios aujourd'hui, qu'il y a plein de modélisateurs dans la salle, pour les scénarios qui ont été utilisés pour l'élaboration de la stratégie nationale bas carbone. La stratégie, la SNBC, c'est quoi? In fine, en fait, c'est trois choses. C'est la stratégie en elle-même, qui, en gros, secteur par secteur et sur des questions transversales, va donner des orientations, des leviers d'action sur ce qu'il faut faire. C'est ensuite derrière une contrainte juridique qui est le décret, donc qui fixe les budgets carbone à la fois en termes de budget global sur les 5 ans et en termes de répartition indicative entre les secteurs. Et puis derrière tout ça, c'est un scénario qui a été élaboré, qui est très détaillé, qui essaye justement de retranscrire toutes ces évolutions dans la durée pour dire en fait c'est quoi, ça veut dire quoi atteindre la neutralité carbone ou climat en France aujourd'hui, comment est-ce qu'on y arrive et quels sont justement les points importants, les points de passage qu'il faut respecter pour y aller. En termes de différence et de progrès entre la première SNBC et la deuxième, donc le premier point c'est l'horizon temporel. Donc le premier scénario allait uniquement jusqu'en 2035 parce qu'à l'époque c'était l'exigence de l'Europe de présenter une vision jusqu'en 2035. Aujourd'hui évidemment on a une vision qui va jusqu'en 2050. On a enfin un scénario commun et cohérent entre la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, et la SNBC, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui a donné lieu à beaucoup de controverses. On a un objectif climat qui est beaucoup plus fort. On reste sur l'idée d'avoir deux variantes de scénario, donc un scénario baseline, donc avec mesures existantes, et puis un scénario optimal d'atteindre la trajectoire avec mesures supplémentaires qui nous permet justement de mesurer l'écart sur ce qu'il faut faire en plus, qui revient exactement à la même chose qui a été présentée tout à l'heure en termes de gap entre l'action existante et ce qu'il faut faire. On a là-dedans donc désormais la prise en compte du secteur des terres, donc on voit que c'est une question émergente à toutes les échelles et qui pose également beaucoup de questions pour l'atteinte de la neutralité en France. On a évidemment de la modélisation macroéconomique derrière. Et pour revenir sur ce débat sur la croissance qui a été rapidement abordé tout à l'heure, ce que semblent indiquer les scénarios pour la France, c'est qu'en fait, la trajectoire bas carbone peut également être source de croissance supplémentaire par rapport au scénario baseline. Donc avec plein d'hypothèses qui restent à revoir, avec plein de questions derrière, est-ce que c'est souhaitable ou pas, est-ce qu'il y a des effets rebonds qui peuvent faire que, in fine, plus de croissance veut dire plus d'émissions par rapport à ce qu'on a prévu, mais justement, pas mal de questions qu'il faut encore aborder dans le débat public sur quel est le modèle économique qu'on veut, au final, mettre derrière ces trajectoires-là. Alors, c'est quoi la vision finale? Donc c'est l'atteinte de zéro émission nette en 2050, ce qui, d'une part, suppose une très forte réduction et très rapide réduction de toutes les émissions liées à la consommation d'énergie, et puis derrière un accroissement du puits carbone français, sur le territoire français, à la fois les forêts et les terres, donc notamment le secteur agricole, et l'usage de matériaux biosourcés dans la construction, parce que c'est une autre manière d'accroître le puits carbone, pour y arriver. Ce qui est également à noter, c'est que la France vise d'atteindre la neutralité en 2050 sans avoir recours à la compensation via des crédits internationaux. Donc il y a un sujet un peu complexe, mais en gros, on s'imagine bien que si tous les pays aujourd'hui disent « je vais atteindre la neutralité, mais en fait je le fais en finançant des projets de décarbonation dans d'autres pays », si tout le monde commence à faire ça au niveau international, à la fin, si on fait la somme, évidemment, ça ne peut pas coller. Donc c'est un point important. Autre point important, on a pris en compte dans les scénarios français la part française des transports internationaux. Donc ce qui est un premier pas vers l'idée de dire on ne regarde pas uniquement ce qui se passe sur notre territoire, mais on essaye d'abord plus globalement de prendre conscience de notre empreinte carbone. Et d'ailleurs, le sujet de l'empreinte carbone est représenté dans la SNBC. Alors, en termes de rythme de décarbonation, ce qui devient apparent, et on l'a vu dans les trajectoires mondiales, c'est qu'il faut aller beaucoup plus vite qu'avant. Pour la France, ça veut dire que par rapport aux années 1990-2015, il faut multiplier par 3 le rythme de décarbonation de l'économie française. Donc un vrai effort sur l'ensemble des secteurs.
Et puis derrière, une approche systémique, donc je la répète encore parce qu'elle est importante, c'est l'Éden. Donc miser tout d'abord sur l'efficacité de la sobriété, la décarbonisation de l'ensemble de la consommation d'énergie résiduelle, et derrière, accroissement du puits carbone sur l'usage des terres et les technologies éventuellement de séquestration. Alors vous le voyez tout à droite, l'augmentation du puits carbone en France est assez importante. Et, alors non, je ne l'ai pas là. Le scénario français a recours à des technologies de capture et stockage de carbone de manière limitée, mais elles sont là. Donc ça continue à faire débat, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est très très difficile d'arriver au zéro émission net si on n'a pas ça, notamment parce que les émissions dans le secteur agricole sont considérées comme quasiment incompressibles. C'est-à-dire que le scénario SNBC aujourd'hui vise déjà une division d'un facteur 2 des émissions dans le secteur agricole, mais aller au-delà va être très très compliqué. Donc le puits carbone va servir en premier lieu à absorber ces émissions résiduelles du secteur agricole et en partie du secteur industriel. Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça en France? Je disais, la France n'est pas le meilleur élève, donc on a dépassé le premier budget carbone d'environ 70 millions de tonnes équivalent CO2. Donc c'est pas rien, c'est à peu près 15% des émissions annuelles. Il y a énormément d'efforts à fournir sur deux secteurs clés, sur le bâtiment et les transports, où on n'y est pas du tout aujourd'hui. Et également sur l'idée de se baser sur l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande d'énergie. Donc vous voyez là aussi, il faut multiplier par 4 le rythme de réduction de la consommation d'énergie. Le graphique est tiré de l'Observatoire Climat-Énergie, donc une initiative du réseau Action Climat avec différents organismes. Je vous conseille de le regarder, c'est assez bien fait, pour justement avoir une idée générale de où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui par rapport à nos objectifs climat et nos objectifs de transition énergétique. Donc, pour conclure très rapidement, la stratégie nationale bas carbone aujourd'hui, notamment sa deuxième version, c'est un effort très important pour essayer d'élaborer une vision systémique, concernant l'ensemble des secteurs de l'économie française sur la trajectoire de neutralité. Et en même temps, comme je disais, ce n'est pas une certitude. Ça reste un scénario qui est explorateur, qui fait face à d'énormes incertitudes sur plein de questions. Et il ne faut pas s'en cacher. Et ça a été très bien dit tout à l'heure, en fait, il faut reconnaître que nos scénarios ne sont pas parfaits, qu'il y a énormément de choses qu'on n'a pas suffisamment intégrées, mais c'est justement des points sur lesquels on peut travailler. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas une certitude à 100% sur le fait que ça doit marcher comme ça et exactement comme ça qu'on ne peut pas agir aujourd'hui. Donc les leviers de l'action, on les connaît, les choses qu'il faut faire à court terme, on les connaît aussi. Et derrière, bien évidemment, qu'on va conduire de nouveaux exercices. Donc l'ADEME, notamment aujourd'hui, refait pas mal d'exercices de modélisation en préparation de la prochaine SNBC, notamment pour mieux refléter la question de l'évolution des comportements et des modes de vie, pour tenir compte des questions qui ont été évoquées tout à l'heure sur l'usage des matériaux, qui vont devenir très très importants, et un certain nombre d'autres paramètres. Et je finirai par une citation de Gaston Berger, donc fondateur de l'École française de prospective. Demain est moins à découvrir qu'à inventer, donc c'est bien, l'action est entre nos mains. Donc rien n'est écrit d'avance, mais pour agir, il faut qu'on se donne les clés aujourd'hui. Donc comme je le disais, ça passe par un effort renouvelé sur la question de la décarbonation des bâtiments et des transports, avec des questions parfois désagréables, comme la taxe carbone, évidemment. Donc c'est là où je disais aujourd'hui, c'est moins une question scientifique qu'une question de est-ce qu'on arrive, derrière ces outils, derrière ces nouvelles contraintes, à mettre un modèle de contrat social qui fait que tout le monde perçoit ça comme une transition qui est à la fois nécessaire, juste et équitable. En termes de pilotage, pour reprendre une des conclusions majeures du premier rapport du Haut Conseil Climat qui a été publié il y a quelques mois, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de dépasser les politiques énergétiques pour justement faire des orientations de politique climatique, des éléments, un fil conducteur transversal à l'ensemble des politiques. Donc faire le bilan climat du budget national, intégrer la question des impacts climatiques dans toutes les grandes lois de programmation, et pour donner un exemple récent, la loi d'orientation sur les mobilités. Derrière, il y a une réflexion à avoir sur le niveau de contraintes qu'on se donne pour les budgets carbone. Donc qu'est-ce qu'on fait si on dépasse? Est-ce qu'on se dit c'est pas grave, on fera plus tard? Et on arrive donc dans ces fameux scénarios de overshoot où on dit on va décaler l'action à plus tard parce qu'aujourd'hui on n'y arrive pas trop, mais on sait très bien que demain ou après-demain ça va être beaucoup plus désagréable.
Et une autre piste qui avait été évoquée à un moment en France, c'était de dire justement on va payer notre dépassement via des crédits internationaux. Et puis le dernier point qui est très très important, qui a été évoqué déjà ce matin par Agnès Langevin, c'est comment est-ce qu'on arrive à mieux impliquer les citoyens dans cette transition. Comment est-ce qu'on arrive à en faire une transition sociétale plutôt qu'énergétique et faire en sorte que chacun se sente acteur de ça. Donc dans la vidéo, Jean Jouzel l'évoquait, aujourd'hui commence la Convention citoyenne sur le climat. Donc il y a un exercice parmi d'autres pour essayer de mobiliser les citoyens sur des questions qui sont complexes mais qui nous concernent tous. Mais je pense que la vraie clé pour avancer là-dessus est dans les territoires. Voilà. C'est dans les territoires, au plus près des gens, qu'on arrive à les mobiliser, à faire en sorte de construire cette transition ensemble. Merci.